Nous reprenons les travaux de ce 9e séminaire du GIP Roll consacré aux tempêtes, comprendre les phénomènes historiques pour éclairer les modalités de gestion du littoral. Alors, après le parcours historique que nous avons effectué ce matin grâce à tous les intervenants, qu'on remercie à nouveau, on va cet après-midi voir comment les territoires, et tout particulièrement bien sûr les territoires littoraux, se mettent en ordre de marche pour faire face aux tempêtes. On part pour les Flandres avec vous, Tim Soons. Vous êtes professeur en histoire de l'environnement à l'université d'Anvers. Vous Oui, vous intéressez aux tempêtes historiques flamandes, mais aussi aux réponses des territoires à ces tempêtes historiques. C'est à vous. absolument. Merci Jean-Jacques pour cette introduction. Bonjour à tous et toutes et merci au réseau d'observation du littoral pour l'invitation et pour le choix de la thématique de ce séminaire qui résume parfaitement une des grandes ambitions de mes propres recherches, c'est-à-dire comprendre les tempêtes et inondations historiques pour aider à la gestion des vulnérabilités environnementales d'aujourd'hui. Ce que moi, je veux comprendre, ce sont les tempêtes catastrophiques. C'est-à-dire, je n'ai pas forcément étudié la chronologie des tempêtes, ni même des submersions. Je me suis toujours concentré sur les tempêtes qui ont provoqué de grandes pertes matérielles et humaines. Et dans la mémoire collective des Pays-Bas et des Flandres, il y a deux grandes inondations maritimes catastrophiques qui ont vraiment forgé une identité collective basée sur la lutte perpétuelle de l'homme contre la mer et les tempêtes. C'est-à-dire 1953, Zélande, 2000 victimes, et 1421, la deuxième tempête dite de Sainte-Élisabeth, dont ce mois de novembre, c'est le 6e centenaire. Et c'est commémoré aux Pays-Bas par une exposition à Dordrecht, des séminaires, des publications, des débats, etc. Mais pourquoi cette tempête en 1421, donc il y a 6 siècles déjà, est devenue un vrai lieu de mémoire aux Pays-Bas? D'une partie, parce que cette tempête aurait inondé de façon permanente le Grote Waard, c'est-à-dire le Grand Marais ou le Grand Pré, si vous voulez, entre Hollande et Brabant. C'est un territoire énorme de 387 km² et probablement 22 villages. C'est une des 4 grandes zones d'inondation créées au bas Moyen-Âge qu'on voit ici sur une carte du XVIe siècle. Les autres 3 se situent en Zélande et en Flandre au nord. Le Grote Waard, c'est la partie supérieure, dans le coin supérieur au droit de l'écran. Aux 22 villages disparus dans le Grote Waard, on peut y ajouter plus de 100 villages le long de l'estuaire de l'Escaut, noyés au cours du bas Moyen-Âge. Et le Grote Waard et le Sainte-Élisabeth sont devenus tellement importants parce que le territoire n'a jamais été récupéré. Aujourd'hui, c'est le parc naturel du Biesbos, au sud de Dordrecht, d'une énorme valeur écologique, zone humide de marais, mais d'eau douce, nourrie par l'eau, les eaux du Rhin et de la Meuse. 1421, c'est aussi devenu important grâce à un seul tableau. 2 générations après la tempête, un retable magnifique a été fabriqué pour l'église de Dordrecht qui nous présente la vie de Sainte Élisabeth, patronesse de la miséricorde, et l'inondation du Grote Waard. Ce fut un aide-mémoire très efficace dont le message est clair. Ça, plus jamais. Et pourtant, ce tableau est très intéressant pour ce qu'il montre, mais aussi pour ce qu'il ne montre pas. Il n'y a pas de chaos. Et il montre une évacuation très graduelle, très organisée du territoire. Oui, il y a quelques victimes, des gens et des animaux noyés, mais ce sont des détails dans la composition. C'est surtout l'histoire de la migration organisée d'un territoire qui est devenu inhabitable vers un refuge, la ville de Dordrecht accueillante. Pour une grande partie, la tempête Élisabeth, c'est un mythe. La date du 20 novembre 1421 n'apparaît pour la première fois que 30 ans après les événements, tout comme les premières mentions de 2000 victimes qui vont devenir 100 000 et les 22 villages rapidement deviennent
72 villages. Et on retrouve ce nombre fantaisiste toujours sur Internet où la tempête Sainte-Élisabeth, selon Wikipédia, c'est la tempête, c'est parmi les 21 tempêtes les plus mortelles dans l'histoire de l'humanité. Et donc, c'est complètement fantaisiste. Vu le niveau du sol relativement élevé, vu l'énormité du territoire, des modélisations modernes confirment que le niveau de l'eau ne dépassait probablement pas 60 cm dans la plus grande partie du Waard. On peut noyer dans 60 cm, mais pas des centaines ou des milliers de personnes. Mais pourquoi la digue n'a pas été réparée? Pourquoi le territoire a été abandonné alors? Voilà une question qui a intrigué les historiens depuis les années 1950. Il y avait tout d'abord l'organisation de l'entretien et des réparations des digues qui se basait sur le principe du Kabeldijk, c'est-à-dire l'allocation et la répartition, si vous voulez, des différentes parties des digues à des villages spécifiques, ce qui pouvait causer des problèmes. Puis la période 1421 se caractérise par une guerre civile en Hollande, avec deux prétendants au pouvoir comtal, Jacoba van Beieren et son oncle Jan van Beieren, avec Dordrecht, la ville de Dordrecht prenant parti de Jan van Beieren et les nobles du Grote Waard pour Jacoba. Et donc, le résultat a été interprété comme un exemple classique d'un manque de coordination, d'un manque d'intervention rapide et résolue, plus ou moins la même conclusion du rapport final sur l'ouragan Katrina aux États-Unis, New Orleans 2005, a failure of initiative. Mais comme dans le cas de Katrina, il y a pas mal de critiques à formuler. Tout d'abord, cette interprétation va négliger complètement la vulnérabilité préalable du territoire et de la société avant l'inondation. Puis, les stratégies d'adaptation qui ont été mises en place par les habitants. Et en troisième lieu, les vrais enjeux qui étaient d'ordre financier et politique. Et je vais très brièvement illustrer ça. Tout d'abord, il y a le sol du territoire qui est la tourbe. Le cœur de la Hollande, dont faisait partie le Grote Waard, c'est une vaste région tourbeuse. Quand on a drainé la tourbe au Moyen-Âge, pour faire la céréaliculture, un entassement énorme et un vrai effondrement de tourbières s'est produit. Après 200 ans d'utilisation intensive partout en Hollande, le problème d'évacuation des eaux de surface était devenu considérable. Le Grote Waard se noyait, mais pas à cause d'une tempête. Deuxième élément à prendre en compte, c'est la récurrence des tempêtes et des inondations. Il y en avait au moins 3 grandes tempêtes causant des ruptures de digues par siècle, c'est-à-dire une tempête par génération au moins. Cela veut dire qu'une tempête avec inondation n'est jamais inattendue. Tout le monde savait que ça pourrait se passer, on attendait toujours l'inondation suivante. Et les marques avec la signalisation du niveau de la crue ou de la marée servaient d'aide-mémoire, comme ici à Liège, dans la cathédrale Saint-Paul, pour les crues de la Meuse. La conception des digues était différente. Dans cette carte du XVIe siècle, on note de nombreuses réparations circulaires, semi-circulaires de brèches. C'étaient des digues qui ne prétendaient jamais garantir une sorte de protection absolue contre les marées. Tout le monde savait qu'un jour ou l'autre, la digue devait se rompre. Au cours des temps modernes, il y a alors une évolution lente vers des digues plus massives qui prétendaient de plus en plus offrir une protection absolue, mais en réalité se rompaient tout aussi, avec des ruptures désormais plus massives, plus difficiles à réparer et causant aussi plus de fatalités. Dernier élément, une fois inondé, le Grote Waard et d'autres zones submergées par des tempêtes maritimes ont été représentés comme abandonnés totalement par l'homme, conquis par l'eau et par la mer. Mais en réalité, des représentations comme celle-ci, ils sont fausses et ils sont délibérément fausses.
Dans le cas du Grote Waard, on sait qu'il y avait encore beaucoup d'activités humaines après l'inondation. Des années, des décennies, même un siècle après l'inondation, on a évolué vers une société qu'on peut dire amphibie, c'est-à-dire une société qui savait survivre par terre et par mer. Certes, une partie des habitants a évacué le territoire, mais une autre partie a adapté son mode de vie, pratiquant la pêche, mais aussi la culture d'osier, des saules, vraie spécialité du territoire, et le pâturage des animaux sur les parties plus élevées. Il y a même des fermes complètes sur les parties les plus élevées dans ce territoire complètement noyé et qui a été supposé d'être abandonné. Le grand problème alors, c'est le droit. Le droit, les habitants avaient perdu leur droit de propriété parce qu'ils n'avaient pas pu réparer la digue. C'est le fameux droit d'abandon des plaines maritimes autour de la mer du Nord. Un propriétaire qui ne veut ou qui ne peut plus contribuer au maintien des digues est supposé d'avoir renoncé à ces terres, qui vont dévoluer au souverain, comme bona vacantia de la propriété abandonnée. Et le souverain, lui ou elle, ils vont octroyer ces terres à des parties intéressées qui veulent entreprendre et financer le recouvrement des terres. Karel Leenders, géographe néerlandais, parle à cet égard de l'enfant d'Elisabeth, les dizaines de milliers d'hectares de nouveaux terres fertiles qui ont été créées après la tempête grâce au processus de sédimentation intensifié. C'était des opérations souvent spéculatives où des fortunes massives pouvaient être réalisées. Au bas Moyen-Âge et au temps moderne, des polders comme celui-ci ont favorisé l'ascension sociale de pas mal de nouveaux riches avec de bons contacts dans la cour des ducs de Bourgogne devenus comtes de Flandre et d'Hollande. Dans ce milieu-ci, il y avait des personnes bien informées avec un intérêt évident à ne pas réparer la digue, qui voulaient que l'eau fasse son travail, efface la société paysanne et leurs droits de propriété et créant de nouveaux terres fertiles. Alors, quelle leçon pour aujourd'hui de cette histoire de la grande tempête d'Élisabeth 1421, il y a 600 ans? Tout d'abord, les tempêtes avec submersion maritime étaient fréquentes dans le passé, mais pas nécessairement catastrophes. Donc, il y a une différence entre tempête et catastrophe. La fréquence et l'intensité des dégâts ont évolué de façon inverse. Et très utile à cet égard, je trouve la notion de disaster gap en anglais, donc la lacune dans l'occurrence de catastrophe. Au XXe siècle, il y avait une période assez brève dans toute l'histoire de la plaine maritime, et une période soit dans la perception ou la réalité, où le nombre de soi-disant catastrophes naturelles, inondations, mais aussi dans d'autres régions, on peut penser aux incendies de forêt, voire même aux épidémies, c'est la même histoire, ils ont été réduits par la technologie, par le recours à la technologie et la science. C'était l'illusion moderne du contrôle absolu de la nature et du territoire. Aujourd'hui, on sait qu'il faut continuer à éviter les catastrophes, mais pas en contrôlant la dynamique naturelle, un contrôle qui est tout à fait illusoire. Deuxième remarque, il nous faut activer la mémoire historique des inondations et aussi des pandémies, des incendies de forêt, etc. Dans les plaines maritimes, comme dans les zones inondables le long des rivières et des estuaires, c'est assez facile de reconnecter le paysage actuel avec cette histoire des inondations, comme aide-mémoire, comme un outil qui nous aide à protéger contre les inondations qui vont venir dans le futur. Troisième remarque, les zones maritimes et estuaires sont donc des paysages dynamiques qu'on a voulu stabiliser pendant des siècles et plus de 1000 années déjà, utilisant les infrastructures et la technologie. Il faut réintroduire
cette dynamique naturelle dans les territoires maritimes. Et au Moyen-Âge, on a même déplacé des villes entières, comme ici Ostende, aux côtes belges, vers des territoires plus hauts. Est-ce qu'un tel déplacement est encore imaginable aujourd'hui ou non? Ou est-ce qu'il deviendra de nouveau imaginable? Et une dernière remarque, rend compte, un dernier élément, c'est que l'inondation comme l'adaptation ne sont jamais neutres du point de vue social. Il y a toujours des personnes qui gagnent et d'autres personnes qui souffrent. Il y a toujours une question très urgente de justice environnementale et chaque adaptation climatique doit prendre en compte tout d'abord les intérêts des habitants qui habitent le territoire en danger, en risque. Je vous remercie. Je n'avais pas réactivé mon micro. Merci beaucoup, Tim Soons, pour ce balayage historique et puis pour ces enseignements qu'on peut tirer de ces événements historiques, de la réponse des territoires et puis de qui sont les gagnants et qui sont les perdants. Effectivement, on voit que il y a énormément de leçons à en tirer. Alors, quelques questions qui n'ont pas manqué d'arriver. On a une idée du niveau moyen marin en 1953, mais en 1421, quel était le niveau moyen marin? Est-ce qu'on a des moyens de reconstituer ce niveau moyen marin? Ok, merci pour cette question. Il y a eu récemment, pour le centenaire, le 6e centenaire de l'inondation, il y avait des modélisations qui ont été faites, mais c'est bien sûr très compliqué. Hein. Il faut tenir compte de la géographie de l'estuaire tout entier. Il faut tenir compte du niveau du sol en dedans le territoire inondé. De la durée et de la hauteur des marées. Et ce qu'on a fait, ce sont des géographes et des hydrologues qui l'ont fait, moi pas, c'est comparer les dégâts avec d'autres tempêtes plus documentées, donc, dont on sait le niveau marin et le niveau des marées hautes. Et puis, on a fait beaucoup d'assumptions. Et puis contrôler avec les sources historiques ce que ça donne. Par exemple, dans la ville de Dordrecht, il y a un rapport qui dit, bon, à Dordrecht, qui est situé un peu plus haut, le niveau de l'eau dans la rue, c'était 2 pieds, donc 2 pieds, c'est 60 cm, et ça a baissé rapidement après la nuit, après la marée haute. Comme ça, bon, on a fait une modélisation et tous les modèles qu'on a essayés vont suggérer que le niveau de l'eau dans cette grote waard inondée ne pouvait pas avoir dépassé 60, 80 cm, peut-être dans quelques régions 1 mètre, mais pas plus. Est-ce qu'on sait combien de temps la tempête de 1421 a duré? Pas pour 1421, mais pour d'autres, parce qu'il y a très peu de sources sur la durée de la tempête. C'est une partie de la mythologie et je doute vraiment, c'est même pas certain que la tempête a eu lieu en novembre. Il y avait une tempête, mais on en sait. Oui, vous semblez avoir un doute là-dessus. Oui, oui, j'ai des doutes. Pour d'autres, on a donc normalement c'est 2 marées hautes consécutifs et on a aussi des indications que la marée basse entre les deux, donc l'eau ne recoulait pas. Les contemporains ont observé ça, qu'il n'y a presque pas de baisse de l'eau entre les deux marées hautes. Par exemple, en 1404, il y a des observations très claires à cet égard. Vous dites que cette tempête de 1421 et la mémoire qui en est gardée se relèverait un peu du mythe. Est-ce qu'on sait comment se constitue et pourquoi se constitue ce mythe? Est-ce qu'il y a des raisons religieuses là-dessus? Est-ce que on se rejoue
la Genèse et l'épisode de Noé et du déluge? Est-ce qu'il s'agit d'un châtiment divin? Enfin, pourquoi est-ce qu'on se raconte cette histoire-là? Oui. Là, on voit clairement une évolution. Donc, au XVe siècle, comme le tableau, le retable Sainte-Élisabeth, donc on raconte l'évacuation organisée du territoire. Et puis, au XVIe, XVIIe siècle, ces mêmes tableaux sont de plus en plus utilisés comme une sorte de mémoire l'épisode devient de plus en plus catastrophique et la mémoire dit de plus en plus, on met de plus en plus l'accent sur l'aspect catastrophique et on veut dans la narration, on veut de plus en plus éviter que l'histoire se répète. Donc, toute cette idée de la lutte contre la mer, c'est pas une idée médiévale, c'est une idée de temps moderne. On va vraiment au XVIe, XVIIe siècle, la mythe va évoluer, on peut dire comme ça. Et donc, sa significance actuelle, de sorte de lieu de mémoire, où l'homme a perdu la lutte contre la mer, ça c'est quelque chose de temps moderne du 19e et 20e siècle. Ce n'est pas l'interprétation originale au Moyen-Âge. Alors, une question qui n'a rien à voir. Y a-t-il eu de la sédimentation marine au-dessus de la tourbe en 1421? Donc, une grande partie de la tourbe dans la région a été par 2 siècles d'agriculture. Donc, une partie de la tourbe avait déjà disparu. Donc, et c'est l'entassement, c'est toute cette dynamique de ce sol tourbeux. Il y a des processus de sédimentation énormes, mais c'est ce qu'on voit là, c'est la région qui va inonder. Donc, il y a des processus de sédimentation, mais plus en aval de l'estuaire. Donc, les eaux du Rhin et de la Meuse, ce sont les grandes rivières de l'Europe du Nord-Ouest. Ils vont complètement transformer le sol de ce territoire et la sédimentation a lieu plus en aval de l'estuaire. Donc, dans les décennies et les siècles qui viennent après, des sédiments, et la tourbe aussi, et aussi des sédiments sablonneux et argileux, ils sont déposés plus en aval de l'estuaire. Donc ça, c'est un peu la dynamique de sédimentation. Vous évoquez les mesures de protection, les endiguements aux effets sur les aléas douteux en cas de rupture. Que pensez-vous de l'aménagement des estuaires et de ses effets potentiels sur l'intrusion de l'énergie des tempêtes vers l'amont des estuaires? Oui. Donc, les estuaires actuels se sont formés au cours du bas Moyen-Âge et ils ont... Bon, leur forme actuelle, c'est très dangereux parce que le niveau des marées est plus haut à l'intérieur du pays. Par exemple, mon université est à Anvers, où le marée haute est 6 mètres plus haut que le marée bas, donc c'est une énorme. Et c'est parce que c'est la forme de l'estuaire qui va vraiment pousser les eaux à l'intérieur du pays, et donc les eaux montent toujours plus haut, de plus qu'on va vers la monde des estuaires. Donc c'est très dangereux, il faut, et on fait ça bien sûr, il faut absolument de l'espace, plus d'espace pour accommoder les eaux des tempêtes et les marées hautes. Et c'est ce qu'on fait pour le moment, l'estuaire de l'Escaut, l'estuaire de la Meuse et du Rhin. On va créer des espaces pour accommoder les eaux, les eaux de surplus. Ça fait déjà 20 ans qu'on poursuit cette politique, mais ça fait très lentement parce que reconvertir un pôle d'air du terre arable dans une zone d'inondation, comme vous savez tous, c'est très compliqué. Ça prend beaucoup de temps et la résistance, qui est réelle et qui est bien motivée dans beaucoup de cas, est énorme. Vous disiez tout à l'heure, il faut distinguer la lutte contre la catastrophe de la lutte contre l'aléa naturel. Donc il faut distinguer Oui.
comment dire, l'aléa et l'enjeu. Dans l'appréciation du risque, il faut distinguer l'aléa et l'enjeu. Oui. Ce discours-là que vous tenez, comment est-ce qu'il est perçu aux Pays-Bas, dans un pays qui est extrêmement polarisé, et où donc l'enjeu est pas du tout anecdotique? Non, l'enjeu n'est pas anecdotique. Il faut distinguer la Flandre et les Pays-Bas, parce qu'en Flandre, la zone maritime est relativement, comme dans la plus grande partie de la France, limitée. Mais aux Pays-Bas, c'est le cœur même du pays, donc il y a des scénarios différents. Et probablement, ce qu'on va voir, c'est qu'il faut absolument continuer à augmenter les digues parce qu'il n'y a pas d'alternative. Il y a de grandes concentrations urbaines qu'il faut protéger parce qu'on ne peut pas évacuer une ville. On pouvait évacuer une ville comme Ostende au XIVe siècle avec 1000 habitants. Bon, on peut imaginer ça, mais Amsterdam ou Anvers, c'est plus compliqué. Ça ne va pas se réaliser. D'autre part, il y a de plus en plus l'idée qu'on ne peut pas protéger tout le territoire, qu'il y aurait besoin qu'une partie du territoire devrait être convertie d'une façon à l'autre à une zone inondable. Maintenant, le débat, cet été-ci, c'était les inondations le long des rivières, bien sûr, en Belgique, nord de la France, et en Allemagne de l'Ouest, c'était les rivières. Mais c'est le même problème. C'est le même problème. C'est la création des zones inondables qui va être nécessaire. On peut presque pas éviter ça. Mais ça c'est votre conviction que vous portez. Voilà. Ma question portait sur la réception de ce discours-là. Quand Oui. on vous entend, on se dit, bah, ça paraît une évidence, ça paraît juste du bon sens. Oui, oui. Et j'imagine que socialement, sociologiquement et politiquement, ça doit être très difficile à porter aux Pays-Bas, en Hollande. Oui, tout à fait. Et là, je pense que c'est là que cette histoire des inondations peut aussi jouer un rôle important, parce que moi, je ne suis pas de géographe, je suis un historien, et ça peut aider, je pense, de raconter cette histoire, de montrer comment ce territoire, dans un passé qui n'est pas très lointain, même au 19e siècle, le long des estuaires, le long des rivières, il y avait ces espaces pour accueillir les crues et les marées. Et c'est là que cette histoire des inondations historiques peut jouer un rôle important comme aide-mémoire. Parce qu'on a eu le problème en Belgique et aux Pays-Bas que toutes ces politiques de réaménagement des plaines maritimes, c'est vraiment un processus top-down. Donc, c'est un discours technique dont il y a un grand problème les habitants voient ça comme un problème, un défi, quelque chose qui est qui n'est pas évident du tout. Il faut absolument intégrer la participation des habitants est vraiment essentielle afin de trouver des solutions. Merci beaucoup, Tim Soons. On a donc exploré la Flandre, les Pays-Bas et donc cette mémoire des tempêtes historiques. On va donc terminer cette intervention-là, cette séquence, et selon la manipulation bien connue maintenant, passer à la séquence suivante. On va donc accueillir Olivier Caillot. On se retrouve tout de suite. Merci, Tim Soons. Merci bien et bon après-midi à tous et toutes.